À la suite du dernier épisode de l'approche gagnante qui expliquait ce qu'était une dépendance et une addiction, nous allons maintenant concentrer notre épisode d'aujourd'hui sur la dépendance et l'addiction des substances psychoactives. Pour ce faire, nous allons discuter avec Nicolas Hott, le gestionnaire de prévention de l'usage de substances du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, ainsi que Yolande Deschaines, psychothérapeute autorisée et superviseur du programme intensif par intérim du Centre Le Cap. Donc, est-ce qu'avant de commencer, vous pourriez nous expliquer un peu rapidement, c'est quoi votre parcours à vous? Mon parcours à moi, d'abord, j'ai fait mes études en travail social. Okay. Je savais que je voulais aller en relation d'aide. Je me suis dirigée vers le travail social. J'ai débuté ma carrière là-dedans. Ma clientèle de choix, c'était les jeunes. Fait que je travaillais avec les ados. Puis à ce moment-là, avec l'adolescence, je me suis rendu compte que l'exploration des substances puis de la consommation venait avec cette période-là de la vie. Alors, je suis allée me chercher une spécialité en toxicomanie. Okay. Maintenant, on parle plus de dépendance ou d'addiction, mais dans le temps, on utilisait le terme toxicomanie. Et finalement, en travaillant avec ces jeunes-là, je me suis rendu compte que dans les milieux plus généraux où je travaillais, comme les écoles ou d'autres contextes, tous mes clients préférés, ceux avec des troubles de comportement, des graves problèmes de santé mentale ou des dépendances, étaient exclus de ces milieux-là, puis on les envoyait ailleurs, dans d'autres services plus spécialisés. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, si c'est là qu'ils vont, c'est là que je vais aller moi aussi. Donc, je me suis ramassée à travailler en dépendance, puis je suis allée me spécialiser encore. J'ai fait ma maîtrise là, en intervention en toxicomanie, puis c'est comme ça que je me suis ramassée au Cap. Donc, j'ai commencé au Bureau de santé de l'Est de l'Ontario environ 18 ans, 19 ans passés. J'ai commencé en tant que promoteur de santé dans plusieurs thèmes. Un, c'était la prévention de l'utilisation de substances, aussi le contrôle du tabac. Éventuellement, j'ai évolué à un rôle de spécialiste en promotion de la santé et maintenant, je suis gestionnaire du programme. Parfait. Et lorsqu'on parle là, de consommation de substances psychoactives, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Bien, en fin de compte, quand on parle de la santé liée à l'utilisation de substances, on parle en général, l'utilisation de substances, que ce soit des substances réglementées, telles l'alcool, le cannabis, la nicotine, mais aussi les substances non réglementées, que le monde y appellerait communément des substances non légales ou utiliser des substances légales pour des fins non médicinales. Mm-hmm. Et si on se concentre maintenant vraiment sur l'aspect de dépendance à des substances psychoactives, c'est quoi la dépendance à des substances psychoactives exactement? Bien, on a parlé de dépendance, tantôt physique et psychologique. C'est encore là un vaste sujet, mais peut-être que ce que je pourrais dire, c'est qu'on a différentes catégories de drogues avec différentes catégories d'effets. Mm-hmm. Donc, ça va être différent pour les catégories ou certaines substances, c'est-à-dire que la dépendance ne va pas se créer de la même façon, dépendamment des drogues qu'on consomme. Il y en a qui sont plus addictives que d'autres. Puis, on n'est pas nécessairement dans les drogues plus addictives, c'est pas nécessairement les drogues les plus illégales. Là. La nicotine est une des drogues les plus addictives qui soit, puis c'est une des plus répandu, je sais pas si c'est répandu, peut-être pas le bon terme, mais quand même accessible au niveau légal, disponible, du moins. Puis, donc, c'est ça. Alors, on va avoir des effets différents sur le corps, sur la dépendance, sur la dépendance physique ou la consommation, oui. Est-ce qu'on vous pouvez nous décrire un peu la situation dans notre région? Oui, définitivement. C'est intéressant parce que quand on regarde la consommation d'alcool, on regarde certains indicateurs comme consommation dans les dernières années, consommation de 3 ou plus consommation dans les 7 derniers jours, ou consommation sévère dans un épisode, si tu veux. Pour le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, c'est intéressant que nos ratios sont plus élevés que les ratios de la province. Mais quand je regarde les indicateurs de risque, qui seraient les visites à l'urgence, les hospitalisations et les décès liés à l'alcool, nos ratios sont plus bas de la province. Donc, c'est très intéressant. Je ne peux pas te l'expliquer, mais c'est vraiment c'est intéressant que les deux côtés, on voit ça. Par rapport au cannabis, on voit plus de visites à l'urgence par rapport à nos ratios, par rapport à la province. Par rapport à
si on regarde le tabagisme, puis la nicotine en tant que telle, on a définitivement des niveaux plus élevés de consommation de tabac dans notre région. Et aussi des cas plus élevés de cancer du poumon et de maladies obstructives pulmonaires dans la région. Donc, ça, c'est intéressant. Si on regarde juste les décès liés aux substances, notre ratio dans l'Est de l'Ontario, dans le territoire du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, il est plus élevé que la province, mais la majorité de nos décès sont dans la ville de Cornwall et les environnements par rapport aux substances. Donc, on voit ça plutôt là. Mais un problème par rapport aux substances peut arriver dans n'importe quelle communauté. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas nier ça. Il y a certains facteurs qui mènent plus à ça, mais en tant que tel, ça peut arriver dans n'importe quelle communauté. OK. Parfait. Et si je ne me trompe pas, au niveau de la dépendance ou de la consommation, il y a un spectre. Oui. Pouvez-vous nous parler de ce spectre-là? Oui, bien, en fin de compte, la santé liée à l'utilisation de la substance puis le spectre de la santé liée à l'utilisation de la substance sont assez nouveaux, en fait, de concept. Le spectre, ça nous apporte à voir l'utilisation de substances au-delà de pas utiliser des substances, donc l'abstinence, et la maladie. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de monde qui se situe dans le centre. Donc, tu n'as pas nécessairement de maladie, puis tu utilises des substances, donc tu es dans le centre. Puis généralement, il y a plusieurs différents modèles, mais généralement, les modèles vont avoir le concept de pas d'utilisation de substances. Ensuite, l'utilisation de substances à faible risque, l'utilisation de substances à risque plus élevé. Ensuite, on a les problèmes reliés à l'utilisation de substances et tout le côté plus médicinal qui est les troubles liés à l'utilisation des substances. Je pense qu'une des plus grandes choses, c'est que tout le monde peut se retrouver sur le spectre. Comme je viens de le décrire, tout le monde qui ne l'utilise pas, tout le monde qui l'utilise puis qui reçoit très peu de risques, puis tout le monde qui reçoit beaucoup de risques. Puis c'est très important de ne pas juger le monde selon où ils sont retrouvés sur le spectre. L'autre chose qui est très important aussi, en fait, d'intervenant, c'est nous autres, ça nous permet aussi d'intervenir plus au centre du spectre. Donc, tu n'as pas tous les traitements qui sont d'un côté, parce que les autres sont importants, puis tu n'as pas juste la prévention. Tu as aussi la réduction des méfaits pour le monde qui sont dans le centre du spectre, parce qu'on ne veut pas qu'ils se rendent au point d'avoir des problèmes. Et là, vous avez mentionné, on a comme, si on peut catégoriser ça rapidement en 3 grosses étapes. Donc, je sais que ce n'est pas 3 étapes, mais le faire de façon simple, on a la partie où est-ce que les gens n'utilisent soit pas les substances ou les gens utilisent des substances pour leur bien-être. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage à ce niveau? Par rapport au bien-être? Oui, bien, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans certains des spectres qui sont sortis. C'est l'utilisation pour des fins bénéfiques. Puis ça, on le voit, toutes sortes de faits bénéfiques. Puis vraiment, certains sont des choses qu'on ressent, puis certains sont plus psychologiques aussi. On entend toujours parler du monde qui vont utiliser des substances pour tenter de gérer leur stress ou pendant les moments sociaux. Définitivement, tu as des substances qui peuvent aider avec la gestion du stress. Tu as des substances aussi qui aident avec des moments sociaux, mais il ne faut pas nier par contre aussi que les substances peuvent aussi créer du stress, puis peuvent aussi créer des problèmes avec des relations sociales. Tu as aussi du monde qui vont utiliser des substances pour des fins médicinales. Donc, si c'est ça le cas, définitivement, on vous recommande toujours de parler avec votre professionnel de santé pour faire certain que vous en retirez vraiment les bénéfices sans avoir les risques associés. Oui. Et les gens, justement, qui peut-être qui se trouvent plus dans le milieu, donc vous avez parlé que c'était important d'intervenir auprès de ces gens-là pour soit la prévention, le traitement, peu importe. Pouvez-vous nous parler un peu plus à ce niveau-là? Oui, absolument. Donc, ceux qui se retrouvent dans le milieu, donc on ne parle pas de ceux qui ont les troubles reliés à l'utilisation de substances, c'est vraiment ceux qui utilisent à faible risque ou commencent à avoir peut-être un peu plus de risques. Qu'est-ce qu'on regarde vraiment, c'est des stratégies pour réduire les risques. Donc, ici, au bureau de santé, définitivement, on a des infirmières qui peuvent travailler avec vous un à un pour regarder c'est quoi la consommation qui est moins risquée. En même temps aussi, on a plusieurs ressources qu'une personne peut utiliser, comme des aiguilles propres ou d'autres appareils propres, parce que c'est pas recommandé de partager ces appareils-là, parce qu'on peut transmettre toutes sortes de maladies de cette façon-là aussi. OK. Et si quelqu'un veut obtenir les services du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, où est-ce qu'on peut contacter? Comment est-ce qu'on peut avoir ces ressources-là? Bien, en fin de compte, on a des succursales dans chacune des grosses communautés de la région. Donc, ici à City Clarence Rockland, à Hawkesbury, à Castleman aussi. On est aussi à Alexandria, Cornwall et Winchester. On peut se présenter dans nos bureaux, puis soit fixer un rendez-vous, ou si l'infirmière est présente là, on peut avoir des rendez-vous immédiatement aussi. C'est de vérifier notre site Internet aussi pour voir c'est quand que ces bureaux-là sont
sont ouverts aussi quoi faire. Donc, c'est ça, les infirmières et d'autres membres de notre équipe sont disponibles pour aider le monde. Parfait. Et lorsqu'on parle vraiment le plus des troubles de consommation de substances, voire peut-être même la dépendance, quand est-ce qu'on sait qu'on atteint vraiment ce seuil? Écoute, il n'y a pas de recette parfaite par rapport à ça, mais souvent, on va apporter un concept qui s'appelle les 4 C. Le premier C, c'est une consommation de façon compulsive. Donc, on a vraiment... ça arrive d'une manière ou de l'autre. Ensuite, il y a la consommation, même quand on a des conséquences néfastes. Il y a aussi le sentiment de vouloir consommer dû à la carence, puis aussi le sentiment de la perte de contrôle par rapport à notre consommation. Donc, si jamais vous avez un de ces C-là, ce serait définitivement une bonne idée de parler à un professionnel de santé ou une combinaison de ces C-là, bien sûr, aussi, parce que ça peut nous mener à voir qu'il y a peut-être une dépendance par rapport aux substances. Et lorsque vous dites qu'on peut consulter un professionnel de la santé, ça peut être tout simplement notre médecin de famille ou une infirmière praticienne? Si vous êtes, si vous êtes agencé avec une organisation, puis vous avez un professionnel de santé, absolument. Il y a aussi des services virtuels qu'on pourrait consulter. Mais il y a aussi dans la région des très bons systèmes de navigation. Donc, quand on est inquiet par rapport à la consommation ou qu'on veut juste savoir plus de détails, il y a Accès SMT qu'on peut consulter. Il y a 211 aussi qui a beaucoup de services. Tu peux les appeler ou voir en ligne aussi. Donc, les services sont listés là. Puis il y a aussi Connex Ontario aussi, qui sont des services de navigation. Et est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui peuvent favoriser justement cette consommation de substances-là? Bon, on appelle ça des prédispositions, dans le fond, les facteurs de risque. Donc, ça le dit, hein, ça augmente nos risques de développer une consommation problématique. Ça ne veut pas dire que c'est cause à effet. Ça ne veut pas dire que c'est 100% garanti. Et il y en a plusieurs. Donc, plus on rajoute de facteurs de risque, plus on est à risque. Donc, il y a des facteurs génétiques. Les études ont démontré que pour certaines substances, il y a une transmission génétique qui se fait. Donc, on est plus à risque. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs sociaux, il y a différents facteurs. Donc, c'est sûr que si moi, j'ai grandi dans un milieu où la consommation était présente et accessible, bien, c'est sûr que ça augmente mes risques. C'est aussi peut-être ce que j'ai appris des adultes autour de moi, que quand j'ai des émotions désagréables ou des journées difficiles, je vais aller chercher un comportement ou une substance pour éviter de ressentir puis gérer ça. Donc, tout mon environnement. Il peut y avoir des questions de culture là-dedans aussi. Dans certains pays du monde, la consommation est très valorisée et ça dépend des sexes aussi. Donc, ce qui est permis pour l'homme et la femme n'est pas le même. Très valorisé puis même encouragé. Et comment est-ce que le niveau d'accessibilité ou de disponibilité de ces substances-là à l'intérieur de notre environnement quotidien peut influencer notre consommation? Bien, définitivement, l'accès, c'est un facteur de protection, un facteur de risque. Si les substances sont disponibles dans le milieu, il y a plus de chances que le monde va les consommer. Il ne faut pas nier que les substances vont là d'une manière ou de l'autre. Mais si quelqu'un a un problème de dépendance, une idée, c'est toujours enlever l'accès autant que possible. Pour les jeunes aussi, on passe à ça aussi. Parce que pour les jeunes, vraiment, qu'est-ce qu'on regarde à faire? C'est prévenir l'utilisation de substances ou la retarder le plus longtemps possible. Parce que le cerveau est en développement à un très jeune âge. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est réduire l'accès autant que possible, parce que c'est un facteur de protection dans ce cas-là. T'sais, si ce n'était pas accessible, ça ne serait pas un problème. C'est-à-dire que s'il y avait zéro drogue, on aurait zéro problème de consommation. Si on n'avait pas de billets de loterie, pas de jeux de hasard, pas de jeux de cartes, pas de casino, ça n'existerait pas. Okay? Mais ça existe. Puis on ne pourra pas les enrayer, il va toujours en avoir. Donc, il y a l'accessibilité et c'est pour ça qu'à travers le temps, quand on regarde les sondages, les drogues les plus populaires selon les groupes d'âge, puis tout ça, bien, ça dépend de ce qui est disponible au pays ou dans les régions. Et à un moment donné, on voit dans les médias, il y a des fléaux, nouvelles drogues qui arrivent. Donc, on ne peut pas la prendre si elle n'est pas arrivée dans notre région. Mais il y a d'autres niveaux d'accessibilité. On a parlé des familles, des pères, puis tout ça, des occasions que je me fais... des choses que je me fais proposer. Il y a tout ce qui a trait à la loi aussi. Donc, ce qui est accessible illégalement versus légalement. Et des fois, le rendre légal n'est pas nécessairement le rendre plus accessible pour tous. Parce que tout ce qui est légal
pour l'adulte ne l'est pas pour les jeunes. Donc, c'est beaucoup moins accessible pour les jeunes quand on rend une drogue légale. Si on demande à un jeune de 14 ans, qu'est-ce qui est plus facile pour toi, aller acheter un 40 onces de fort dans un liquor store ou une caisse de bière ou aller acheter une pilule d'ecstasy, c'est sûr qu'ils vont te répondre une pilule d'ecstasy. OK. Pour eux, c'est plus facile. À l'inverse, on demande à un adulte qu'est-ce qui est plus facile. Donc, dépendamment du milieu de vie de cette personne-là. Là. Mais si on prend quelqu'un qui n'est pas dans le monde de la consommation, okay, puis je demande à un adulte d'aller chercher quelque chose qui est en vente légale, à la pharmacie sur les tablettes, ou cigarettes, cannabis, alcool, c'est facile. Si j'y demande, va me chercher de la coke, de l'ecstasy, du crystal meth, des opiacés. Si cette personne-là n'a pas un réseau autour elle ne saura pas où aller la trouver. Donc, l'accessibilité n'est pas pareille pour tout le monde. Okay. Puis avec l'accessibilité, il vient aussi de l'information, puis du contrôle de substances. Là. Mais l'information et l'éducation devraient toujours suivre le niveau d'accessibilité. Oui. De ce qui n'est pas légal aussi. Là. Je veux dire, on veut informer les gens, même les substances qui sont illégales, on veut faire de la prévention, puis on veut les informer pareil. Mais quand on rend quelque chose de légal, on a comme la responsabilité d'éduquer les gens par rapport à ça. Et est-ce que vous diriez que cette éducation-là qui devrait être faite se fait ou il y aurait un manque en quelque part? Bien, elle se fait parce que y a des listes d'ingrédients. Tu sais, par exemple, dans l'alcool, on a des pourcentages d'alcool sur les bouteilles. On sait ce qu'on prend. Ouais. Même chose avec le cannabis. Même chose avec les cigarettes. De la même façon que quand je vais à l'épicerie, j'ai la liste des ingrédients. Ouais. Puis j'ai le taux de sel, puis le taux de sucre, puis le taux de gras. Je peux choisir ce que je prends. Et c'est pas parce que c'est à l'épicerie puis que c'est légal que nécessairement c'est bon pour ma santé, là. Oui. Okay? On trouve plein de produits dans les épiceries avec des colorants, avec des produits modifiés, où on éduque la population puis on les sensibilise à faire des bons choix puis tout ça. De la même façon pour un peu tout dans la vie, là. On veut éduquer les gens à faire des choix sains et pas aller dans l'excès. Puis parallèlement à ça, qui va être sur les emballages, bien, il y a toute la prévention et l'éducation qu'on va faire au niveau provincial, dans les écoles, avec nos jeunes, la population en général, même les adultes, la radio, puis tout ça. Donc, est-ce qu'on en fait? Oui. Est-ce qu'on en fait suffisamment? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle donne les résultats qu'on souhaite? Il faudrait regarder des études en profondeur, mais c'est sûr que la majorité de l'énergie et des budgets devrait être mis du côté de la prévention. Ouais. Puis si on mettait 80 des efforts là, il nous resterait juste un petit 20 d'intervention à faire pour ceux qui ont passé dans les trous de la passoire. Mais dans la réalité, c'est souvent l'inverse. On met beaucoup dans l'intervention, dans le traitement, même dans le milieu de la santé en général, là, dans les hôpitaux, tout ça. Puis s'il y avait plus, peut-être, d'éducation, de prévention, on filtrerait peut-être mieux. On éviterait certaines maladies ou certains choix qui fait qu'on désengorgerait peut-être, c'est un autre débat, là, mais le milieu de la santé. Dans tout, pas juste dans les substances, pas juste dans la cyberdépendance. Donc, dans tout, la prévention, c'est un peu la clé. Là. L'idéal, c'est de ne pas se rendre au point où c'est problématique. Et quels sont les plus grands risques d'avoir une consommation excessive? Par rapport à la consommation excessive, les plus grands risques définitivement en ce moment, si on regarde des substances non réglementées, c'est qu'à la fin de la journée, tu n'as aucune idée de ce qui va être dedans. Puis si tu n'as pas de test disponible pour savoir qu'est-ce qui est dedans, ça peut être encore plus dangereux parce que tu peux consommer quelque chose que tu ne t'attendais pas qui était pour être dans la substance, qui peut être très, très, très néfaste et toxique à ta santé. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours, si tu consommes des substances non réglementées, c'est une bonne idée d'avoir une trousse de naloxone. Ça, c'est certain. L'autre chose aussi, un autre grand risque, c'est vraiment tout le partage des appareils pour utiliser des substances. Encore une fois, c'est toujours une bonne idée d'utiliser des appareils neufs
en tant que tel, comme ça on ne rentre pas dans tous ces problèmes-là. Mais des grands risques aussi par rapport à la consommation excessive, c'est que souvent le monde, leur sens de jugement va être affecté, prendrait peut-être pas des décisions qu'ils auraient prises lorsqu'ils ne consomment pas. Puis ça apporte tout un autre haut niveau de risque par rapport à ces choses-là. Puis malheureusement, les risques peuvent aller jusqu'à la mort aussi. Et comment est-ce qu'on peut réduire les méfaits d'une consommation inadéquate? Comment est-ce qu'on peut réduire les méfaits? La meilleure chose, c'est de consommer avec modération, si vous consommez. Écoute, la meilleure chose, c'est de ne pas consommer. Il n'y a pas de risque si vous ne consommez pas, mais si vous consommez, c'est de consommer avec modération. Aussi, c'est de regarder est-ce que mon comportement est compulsif, est-ce que je consomme quand je suis en carence, est-ce que j'ai perdu le contrôle, est-ce que j'ai des effets néfastes. Si vous avez encore une fois de ces choses-là dans votre vie, c'est une bonne idée de regarder avec un professionnel de santé qu'est-ce qui se passe avec vous, puis si des services seraient appropriés pour vous dans ce cas-là. Donc, absolument, c'est une bonne idée de réduire les effets néfastes reliés aux substances. Ouais. Et prévenir les risques que vous avez mentionnés tantôt, les plus grands risques, comment est-ce qu'on peut faire ça? En fin de compte, une des meilleures choses, c'est de veiller toujours sur notre propre consommation. Ça, c'est une chose. Mais c'est d'avoir du monde près de nous autres aussi, qui peuvent nous aider puis qui peuvent nous supporter à travers de tout ça. Ça, c'est pas facile, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, écoute, si j'en parle d'utilisation des substances, surtout avec un jeune, peut-être ça va l'encourager à consommer. On sait que c'est pas ça le cas. Puis on sait avec les jeunes aussi l'approche de tout simplement juste dire non n'a pas vraiment très bien fonctionné. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut augmenter les facteurs de protection. Puis les facteurs de protection en tant que tels, pour en nommer quelques-uns, c'est d'avoir des relations saines, avoir aussi des personnes dans notre vie à qui on fait confiance, puis le support de notre communauté, que ce soit une communauté scolaire ou une communauté sociale en tant que telle, ou juste avoir du monde, quelques personnes près de notre vie avec qui on peut en discuter. Puis ensuite, c'est aussi de consommer d'une façon plus saine, avec moins de risques, puis moins de consommation excessive dans ce cas-là. Puis il y a tout le côté aussi accès aux substances, parce que si on n'a pas accès aux substances, on consomme moins. Mais il y a tout aussi le côté aussi de développer une bonne confiance en soi, puis une bonne estime de soi aussi, parce qu'on a tendance à prendre une perspective qui est plus pour nous autres dans ce cas-là, qui est plus important. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être, la meilleure personne pour accompagner ceux qui sont en difficulté? C'est vraiment... c'est correct de dire qu'on est inquiet pour la personne. C'est pas un problème. Mais il faut pas faire ça à propos de nous autres. C'est à propos de l'autre personne. Il faut s'informer. Puis il y a toutes sortes de bonnes ressources sur le site du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario pour s'informer. Ensuite aussi, il faut vraiment écouter la personne. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour nous autres. Puis cette personne-là, c'est vraiment l'expert de sa vie. Donc, si on ne l'écoute pas, on va pas avoir l'expertise qu'on a besoin pour la conversation. Ensuite, c'est chercher des moments calmes. Cherche un moment calme où ce que tout le monde est calme. Parce que souvent, on a tendance à vouloir avoir une conversation dans le moment où ce que les choses sont un peu plus difficiles. Puis dans ce cas-là, si le monde ne sont pas calmes, c'est pas vraiment une bonne conversation. Souvent qu'on voit avec un bon échange entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. C'est de ne pas culpabiliser la personne. Parce que je peux vous dire que tout le côté stigma qui est associé avec l'utilisation de substances, ça crée des gros problèmes. Parce que la personne qui se sent stigmatisée va avoir moins tendance à vouloir en parler, à vouloir aller chercher les services qu'elle a besoin, puis elle risque de aussi cacher sa consommation, qui apporte toutes sortes de dangers aussi. Faire des petites conversations. Des petites conversations qui peuvent être soutenues à travers du temps. Puis surtout pour les parents, informez-vous avec votre jeune. Informez-vous avec votre jeune parce que c'est une des meilleures choses. Parce que d'une manière ou d'une autre, ton jeune va s'informer. Est-ce que tu veux que ton jeune apprend les choses de l'Internet puis de ses amis? Ou est-ce que tu préfères que vous travailliez ça ensemble pour que vous puissiez avoir comme un bon entente ensemble? Puis ça l'aide aussi à bâtir la relation entre parents et jeunes. Parce qu'oubliez pas que c'est bon d'avoir des relations très proches avec votre jeune, mais n'oubliez pas votre rôle en tant que parent aussi. Puis n'oubliez pas aussi, de l'autre côté, pour tout le monde, soyez le modèle aussi que vous voulez être. Et pensez aussi à comment est-ce que la conversation irait avec vous. Mettez vos sentiments là-dedans aussi.
parce que si tu es plus apte à être capable de savoir comment la conversation va aller avec toi, tu vas peut-être réagir mieux pendant que la conversation arrive, puis tu vas l'aborder d'une façon qui est peut-être plus calme aussi. Et vous avez mentionné à quelques reprises d'avoir une conversation. De quoi est-ce qu'on veut discuter lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un par rapport à la consommation de substances? Wow, ça peut aller de beaucoup de différentes façons. Il faut vraiment regarder, si on regarde la prévention, c'est s'informer par rapport à ces drogues-là. Okay. S'informer aussi par rapport au milieu social de la personne. Puis voir aussi développer des stratégies que comment la personne pourrait refuser les substances, puis donner aussi d'autres idées. Que comment on pourrait gérer ces situations-là. Encore une fois, parce que la perspective de seulement disons non, on sait qu'elle n'a pas fonctionné. Il faut regarder les habiletés de refus, puis regarder vraiment qu'est-ce qui est important dans la vie de la personne pour qu'elle limite sa consommation ou qu'elle fait avec modération. Oui. Et vous avez aussi mentionné que la consommation auprès des jeunes, c'est quelque chose qu'il faut quand même qu'on se concentre là-dessus, qu'on en discute. Ouais. Parce que justement, la consommation pour les jeunes, ça a de graves impacts. Pouvez-vous nous parler rapidement de quels sont les impacts pour les jeunes? Oui, les impacts peuvent arriver pour n'importe qui. Puis les impacts n'arriveront pas à tout le monde aussi. Donc, il faut commencer par dire ça. Mais pour les jeunes en tant que tels, leur cerveau est en pleine croissance pendant l'adolescence. Et certaines de ces substances-là peuvent vraiment causer des problèmes au niveau du développement du cerveau, peuvent affecter la concentration, la mémoire, les zones d'impulsivité dans ce cas-là, parce qu'on sait déjà avec l'adolescence, il peut y avoir plus d'impulsivité, mais ça peut aggraver la situation et la personne peut prendre plus de risques. Donc vraiment, une des grosses différences entre les jeunes puis les adultes, c'est le cerveau qui se développe, souvent jusqu'à l'âge de 25 ans. Et voilà pourquoi que souvent c'est recommandé d'éviter les substances ou de le retarder le plus tôt possible, la consommation de substances. Oui. Parlant de services, quels sont les services principaux qu'on a dans la région? Oui. Donc, on a beaucoup de partenaires qui offrent des services excellent en tant que tel. Je ne veux pas l'oublier, donc peut-être je ne vais pas toutes les mentionner, mais ça, c'est des services qui sont dans la région, ça fait plusieurs années. Tu as des services de sévrage, même des sévrages à la maison. Tu as des services individuels, des services de groupe aussi. La meilleure chose qu'une personne peut faire, c'est vraiment accéder à Accès SMT. 211 ou Connex Ontario, parce que tous ces services-là sont listés là. Puis la belle chose avec Accès SMT, c'est qu'eux autres peuvent vraiment, à travers de leur dépistage, trouver le meilleur service qui serait disponible pour toi dans la région. Et aussi parler à ton professionnel de santé, bien sûr, mais on sait que ce n'est pas tout le monde qui a un professionnel de la santé. Donc, si je vous demande une question par rapport aux services en français. Oui, tous les services du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario sont offerts en anglais et en français. Puis même aussi, si c'est une autre langue, on peut regarder des services de traduction pour aider la personne en tant que telle. Donc, c'est juste de faire demande pour ça. En parlant aux partenaires aussi, surtout ceux-là qui offrent des services de traitement. Oui, absolument. Ça semble comme s'ils sont tous disponibles dans les deux langues, mais il faudrait parler à ces partenaires-là aussi en tant que tel. Parfait. Est-ce que vous diriez que dans l'ensemble, les services qu'on offre à notre communauté sont suffisants pour les taux qu'on observe? Mais écoute, je pense qu'il pourrait toujours avoir plus de services de disponibles. Puis si tu parles à le monde de la communauté, ce serait toujours une bonne idée d'avoir des services de disponibles. D'après parler aux partenaires, où ce qu'on voit surtout les listes d'attente, c'est par rapport aux services plus de santé mentale. Puis un peu moins par rapport aux dépendances liées aux substances. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas, dans certains cas, des attentes pour certaines choses. Encore une fois, ces systèmes-là de navigation, Accès SMT, 211, peuvent aider vraiment à savoir un peu. Puis c'est de contacter les partenaires directement aussi. Une fois que vous saviez quel service vous voulez vous enligner avec, pour voir comment vous inscrire s'ils vont pas directement à travers d'une de ces agences-là. Et si vous auriez un dernier message à transmettre à la communauté, qu'est-ce que ça serait? L'utilisation de substances, c'est très complexe. Les maladies, donc les troubles liés à l'utilisation de substances aussi, c'est des conditions médicales. Ce n'est pas une absence de valeur morale. Puis dans beaucoup de cas aussi, surtout du côté de dépendance, ce n'est pas vraiment un choix de la personne en tant que telle. Il faut essayer de travailler avec le monde. Il faut trouver les bonnes façons de les supporter. Puis il faut éviter la culpabilité. Puis tout ce qui est relié au stigma par rapport à ça. Le monde qui utilise ces substances, c'est des personnes, avant tout. Puis il faut vraiment se voir en tant que personne aujourd'hui, plutôt que notre comportement, on se voit en tant que personne. Puis je pense que ça aide la société en général.